Thomas Gillet, bonjour. Bonjour, Merci d'avoir accepté notre invitation à la Fédération des Maisons de la Laïcité avec plaisir. et d'être notre premier invité de 2021 dans le cadre de nos rencontres. Pour commencer, nous allons parler un petit peu de votre parcours, vous présenter aux personnes qui nous regardent. Donc, vous êtes maître assistant en philosophie à la Haute École de Bruxelles et professeur de morale. Pouvez-vous nous parler un peu plus Alors, effectivement, je suis professeur à la Haute École de Bruxelles-Brabant, puisqu'elle vient de fusionner avec l'ancienne Haute École Paul-Henri Spaak. Et j'étais professeur de morale, puisque depuis quelques mois, je ne donne plus cours de morale dans le secondaire, mais j'ai commencé ma carrière comme professeur de morale. Et aujourd'hui, à la Haute École de Bruxelles-Brabant, je m'occupe de la formation des futurs enseignants de philosophie et citoyenneté, et je suis en charge notamment avec d'autres collègues de la formation à la neutralité. Alors en termes de parcours, ben, j'ai fait mes études secondaires à l'Athénée de Watermal-Boisfort avant de faire mes études à l'Université libre de Bruxelles où j'ai obtenu un master en éthique et un master en philosophie didactique. un master en éthique, ça nous donne envie de savoir quelles sont les valeurs qui vous animent et pour lesquelles vous militez. J'ai grandi dans une famille laïque. J'étais animé depuis des années par ces questions-là et par les questions posées par la laïcité, mais avec la conviction euh, que c'était des combats qui étaient déjà gagnés, que par exemple l'interruption volontaire de grossesse, c'était un acquis, on n'allait plus jamais revenir là-dessus. Et il a fallu finalement que je commence à enseigner comme professeur de morale à Bruxelles pour me rendre compte qu'en fait, cette notion d'égalité homme-femme, de droit des femmes à disposer de leur corps, de séparation entre l'Église et l'État, toutes ces questions-là n'étaient absolument pas aussi acquises que je pouvais le penser. euh, de par mon parcours personnel et mon parcours académique. Donc ça a été un déclic chez moi de me rendre compte qu'il fallait certainement, sur des questions aussi fondamentales que celle-là, militer et les défendre, en tout cas au niveau de la société et au niveau politique. Et ça a été le moteur de mon engagement dans ce qu'on appelle communément la laïcité organisée, mais en tout cas dans le mouvement laïque. D'abord au sein de Bruxelles Laïque, donc la régionale bruxelloise du CAL, et ensuite au sein du Centre d'action laïque communautaire. Et quelle serait, selon vous, la société idéale? Pour moi, la société idéale, c'est une société qui tient compte de tout le monde, qui protège les plus faibles, euh, qui, euh, qui a comme valeur fondamentale le principe de justice, et qui permettent à chaque individu, finalement, de tracer son propre chemin et de construire la société avec les autres. Et donc, de pouvoir tenir compte de l'altérité, de pouvoir tenir compte des différences, et en même temps de construire ensemble. Donc, de pouvoir dépasser les particularismes, les identités individuelles ou communautaires pour construire un monde ensemble qui tienne compte de tout le monde et qui ne laisse personne sur le côté. Et qu'est-ce que la philosophie peut amener, peut apporter à cette construction de la société idéale, entre guillemets? Je pense qu'il y a deux grands aspects. D'une part, on va avoir tout ce qui est l'histoire de la philosophie, l'histoire des idées, et donc la réflexion autour des idées et des rapports au monde, hein, que ce soit sur le plan historique, culturel, géographique. On va retrouver des rapports au monde et des conceptions du monde et de la société totalement différentes euh, sur la planète et au cours de l'histoire. Et donc, c'est déjà un intérêt de se rendre compte, de pouvoir se décentrer par rapport à ce qu'on pense, par rapport à son milieu d'origine, par rapport au déterminisme social et familial duquel on serait issu. Donc, elle ouvre ces perspectives-là par la diversité des idées qu'elle offre. Et puis ensuite, il y a la pratique philosophique. Et la pratique philosophique dont le moteur principal et premier est le doute, le questionnement, donc cette remise en question permanente de ce qu'on pense, de nos convictions, la capacité à être ouvert sur le monde et sur les différentes approches. Alors évidemment, ça ne se fait pas comme ça, il ne suffit pas de se poser des questions pour considérer qu'on philosophe, hein. Mais il y a toute une pratique derrière l'élaboration d'un questionnement, la problématisation, la conceptualisation
c'est-à-dire sortir du particulier pour arriver au général. Et ce genre de pratiques liées à la philosophie, à mon sens, permettent d'aborder cette question de la construction d'une autre société où finalement tout le monde ne se regarderait pas le nombril de façon extrêmement individualiste en pensant être le centre du monde et détenir finalement la manière dont le monde devrait fonctionner, mais plutôt d'ouvrir à l'échange et à la construction d'un monde commun pour et avec les autres. Alors, dans vos centres d'intérêt, il n'y a pas que la philosophie. Nous retrouvons aussi la citoyenneté. Vous êtes d'ailleurs l'auteur du livre dit C'est quoi la citoyenneté aux éditions La Renaissance du livre. La citoyenneté, c'est un concept facile à expliquer, à définir? Non, je ne pense pas que ce soit un concept si simple à définir. Mais comme toujours, et je ferai une petite parenthèse ici, je pense qu'on vit dans une société qui cherche la simplicité, qui cherche les réponses immédiates, qui se conforte finalement dans l'idée d'avoir raison et d'avoir une solution clé sur porte dans un monde où je désire quelque chose et si j'ai le bon compte premium, je l'ai en 24 heures. Je ne veux plus attendre et je veux savoir tout de suite et je veux avoir accès à tout le temps. Euh, ma, Mes capacités d'attention sont diminuées, je consomme très très vite, hein. Imaginez aujourd'hui, on va prendre rien que l'exemple du cinéma, hein, les films sont de plus en plus raccourcis, on fonctionne par série, par mini-série, où on doit séquencer tout pour que notre attention ne soit pas soumise trop longtemps à l'exercice. Et donc, on est dans une société de l'immédiateté et de la simplicité. Or, la société est complexe, vraiment très complexe. Les différents enjeux auxquels nous faisons face sont complexes et il n'y a pas une bonne réponse, une bonne façon d'aborder la question. Et je pense que c'est déjà un premier point et une prémisse extrêmement importante sur laquelle construire la société, c'est d'accepter cette complexité et finalement de travailler avec la complexité. Et donc, par rapport à la citoyenneté, c'est la même chose. Je ne vais pas vous répondre que la citoyenneté, c'est simple et que c'est ça. La citoyenneté, elle prend au cours de l'histoire des significations différentes, elle a des implications différentes pour les individus et pour les sociétés. Disons qu'on peut chercher à définir la citoyenneté européenne de notre époque, qui ne sera pas exactement la même que celle d'il y a plusieurs siècles. Donc la citoyenneté n'est pas un concept facile à définir, mais on peut quand même amener la notion finalement d'appartenance à la société et à un état de droit. C'est-à-dire que l'individu n'est pas simplement lui-même, hein, avec sa propre liberté, son propre potentiel finalement, il participe à quelque chose d'autre même que sa communauté, hein. Il n'est pas simplement non plus un être social, c'est-à-dire qu'il a des relations avec sa famille, avec ses amis. Il est en plus de ça un individu qui appartient à une communauté juridique et à un état de droit. Et donc la citoyenneté, c'est finalement cette appartenance à l'état de droit. Et la suite, c'est de se dire, et qu'est-ce que ça veut dire appartenir à un état de droit? Quels sont mes droits, finalement? Comment est-ce qu'on les définit? Finalement, quels sont les devoirs qui vont être liés à ces droits? Et finalement, la citoyenneté pose la question de comment faire société. Qu'est-ce qui est attendu d'un individu dans le cadre de la société? Qu'est-ce qu'il peut faire et qu'est-ce qu'il doit faire? Et donc, vous pensez que là, la philosophie, la citoyenneté se rencontrent quelque part? Évidemment, puisque d'une part, on va retrouver, je le disais, dans l'histoire de la philosophie, des rapports à la société et de comment s'organise une société, et puis en plus, dans le questionnement très actuel de mais qu'est-ce qui est attendu d'un citoyen? Qu'est-ce qui est attendu d'une personne dans la société? Que ce soit la société belge, ou que ce soit la société européenne, ou même au niveau mondial. Qu'est-ce qu'on attend des individus? La philosophie, elle permet de questionner ça. Même chose au niveau du cadre fondamental que sont au niveau des valeurs que sont les droits de l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire les droits de l'homme? Comment est-ce qu'on va définir chacun des termes, hein, puisque chaque individu a un certain nombre de droits. Chacun a droit au respect de sa dignité, par exemple. Extrêmement intéressant, mais hein, le philosophe va vous poser la question directement, qu'est-ce que la dignité? Et la dignité n'a pas une réponse ou une définition
qui serait univoque et qui pourrait s'imposer à tout le monde. Et donc, la pratique philosophique permet de penser, de réfléchir cela en interaction avec les autres, hein. C'est d'ailleurs ce que font le comité de bioéthique, par exemple, hein, le comité consultatif de bioéthique, où on va mettre certaines personnes qui n'ont pas nécessairement le même parcours, ni les mêmes opinions, ni les mêmes valeurs, autour de questions qui touchent, par exemple, à la dignité humaine. Et pour essayer d'arriver à un consensus qui permettrait de se mettre d'accord sur ben, ça c'est la dignité, ou en tout cas ça c'est indigne. Euh, et je pense que du coup, la philosophie a cette particularité de permettre de penser le monde et de penser le rapport des individus au monde. Et donc, par la force des choses, de penser le rapport des citoyens à la société. Question de la liberté d'expression, de la liberté de circulation, qui sont des exemples, hein, mais qui sont des questions très actuelles, ou la responsabilité des individus par rapport à leur environnement. Tous ces enjeux-là doivent être réfléchis, doivent être pensés. Il ne s'agit pas d'aller expliquer aux citoyens que ça c'est bien, ça c'est mal. Certains ont ces réponses-là et ont des réponses clés sur porte sur la manière dont il faudrait se comporter. La philosophie va renverser cette approche-là en disant aux gens, ben, réfléchissons finalement à comment nous devons nous comporter en société ou dans quelle société nous voulons vivre. Et donc, la philosophie apporte cet outil pour penser cette société. Donc, ils sont effectivement intimement liés dans une vision d'une société où on n'imposerait pas aux gens Donc leur manière de penser ou leur manière de se comporter. le but est de réfléchir par soi-même. Exactement. Mais j'irai un cran plus loin. On utilise souvent ce terme penser par soi-même comme s'il y avait des individus qui ne pensaient pas par eux-mêmes. Or, tout le monde pense par soi-même. Je n'ai pas les pensées de quelqu'un d'autre. Ce qu'on entend souvent par penser par soi-même, c'est finalement l'examen de des autres pensées. C'est-à-dire que je dois être capable, quand on considère penser par moi-même, c'est j'ai fait l'examen de toutes les possibilités liées à cette question-là. Et je vais choisir celle-là, consciemment, parce que je pense, en ayant délibéré, si vous voulez, que c'est la meilleure chose à faire. Et donc je pense par moi-même à partir du moment où j'ai fait ça, où j'ai examiné toutes les possibilités, au sens vulgaire du terme. Hein. Je pense par moi-même, j'ai fait mes propres choix, je suis autonome dans ma façon de penser. Et pas quelqu'un m'a dit qu'il fallait faire ça, donc je pense comme lui, et je prends cette décision-là. Mais même cette personne-là pense par elle-même, au sens formel du terme, mais on essaye de dépasser cette question-là. L'idée, c'est que chaque individu, et en toute autonomie, finalement, fait l'examen des différentes possibilités et fasse ses propres choix. Donc ça, effectivement, c'est un objectif, je pense, fondamental pour construire et pour faire société. C'est que chaque individu, non seulement le fasse, mais aussi qu'on lui donne les moyens et les outils, par l'enseignement notamment, de traiter ces questions-là. Ben justement, parlons de l'enseignement. Donc, vous le disiez au début de notre échange, vous avez endossé une nouvelle casquette assez récemment, celle de formateur en didactique pour le cours de CPC, donc le cours d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté. En quoi cela consiste-t-il de former les futurs enseignants de ce cours? C'est de donner les outils aux enseignants pour permettre d'aborder un certain nombre de compétences avec les élèves. Et ces compétences sont finalement les compétences attendues dans le cours de philosophie et citoyenneté, hein, élaborer un questionnement philosophique et donc aborder la question de la conceptualisation, de la problématisation, apprendre l'argumentation, comprendre le système démocratique dans lequel on vit, encourager la participation citoyenne. J'en oublie parce qu'il y a un certain nombre de compétences. Mais l'idée, c'est vraiment, dans ce cadre-ci, de former des futurs enseignants à cet enseignement-là, en disant ben, comment est-ce qu'on aborde avec les élèves ou comment est-ce qu'on construit un cours pour aborder ces questions-là, la discussion à visée philosophique, le traitement des textes philosophiques pour comprendre les idées de certains auteurs, la prise de parole en débat. Il y a un certain nombre d'outils, tout ce qui est pédagogie de la coopération, hein, puisque l'objectif c'est aussi que les gens puissent apprendre à travailler ensemble. Donc il y a un certain nombre d'outils qui sont enseignés finalement aux futurs enseignants, sur lesquels ils peuvent s'exercer. Il y a aussi évidemment
l'apprentissage du traitement de l'information, hein, des questions d'actualité, comment est-ce qu'on reconnaît des enjeux éthiques ou des enjeux politiques de l'actualité, comment les traiter avec les élèves pour que finalement ils soient informés et qu'ils soient capables de donner une forme au monde par eux-mêmes, hein, comme on le disait tout à l'heure. Et donc, dans cette réflexion-là, on, on travaille avec des futurs enseignants pour qu'ils aient les outils pour pouvoir ensuite, eux, le faire avec leurs élèves, soit de l'enseignement primaire ou de l'enseignement secondaire. D'accord. Mais le cours est assez récent, donc la formation spécifique pour les profs l'est aussi. Et l'on sait qu'il y a des sociétés, des associations qui se créent, qui essayent de profiter, d'entrer un peu dans ce créneau pour donner des cours en pratique philosophique aux enseignants. Je pense par exemple à Sèvres, que Frédéric Lenoir a installé en France et en Belgique. Or, il ne cache pas son discours christique. Y voyez-vous un danger? Le cours de philosophie et citoyenneté a été pensé et mis en place comme étant un cours général. C'est-à-dire que contrairement aux cours de religion et de morale non confessionnelle, ce sont des cours qui font partie de la grille générale. Et à ce titre, les enseignants ont un statut particulier par rapport aux professeurs de religion et de morale, mais en plus de ça, ce statut de cours général fait que le cours est soumis au décret neutralité. Euh, et c'est quand même un élément fondamental, c'est que la posture de l'enseignant par rapport à ses élèves est précisément de faire attention que on n'impose pas une façon de concevoir le monde aux élèves, que ce soit explicitement ou implicitement, et que les élèves soient, s'ils sont confrontés à d'autres façons de penser, hein, et à la diversité des façons de penser du monde, comme je l'expliquais tout à l'heure, ça doit se faire de manière objective et sur base de faits. Non pas sur base de témoignages et de gens qui raconteraient finalement leur vécu en termes de conviction, etc. Ça, le décret neutralité prévoit que les enseignants, et a fortiori c'est quelque chose qu'on peut étendre aux intervenants extérieurs, sont censés éviter, enfin ne sont pas censés témoigner de leurs convictions, qu'elles soient philosophiques, idéologiques, politiques, religieuses, etc. Et donc, il pourrait y avoir un danger à partir du moment où certaines associations viendraient avec un discours qui serait de l'ordre du témoignage en faveur d'une conception plutôt qu'une autre. Présenter une conception de manière objective à partir du moment où on en présente d'autres, c'est parfaitement acceptable. C'est-à-dire que si vous abordez, je le répète, l'histoire des idées sous l'angle historique ou sociologique comme étant des faits, ça ne pose pas de problème et ça fait même partie, a priori, du rôle de l'école et de la mission de l'école, c'est l'apprentissage des autres cultures, etc. Et ce cours de CPC, il est quand même acquis depuis longtemps par de nombreuses personnes politiques qu'il devrait passer à 2 heures. Or, il est encore et toujours au devant de l'actualité. Comment cela se fait? Alors, ça c'est une question qu'il faut poser aux politiques. Je pense qu'il y a des freins et dans l'histoire de tous les changements, il y a des mouvements conservateurs qui souhaitent que rien ne change et qui souhaitent maintenir le statu quo. Ici, vu les enjeux de l'actualité, on l'a vu avec la prise du Capitole aux États-Unis, mais l'extrême droite est présente en Europe, elle est présente en Belgique. On voit d'ailleurs que les derniers sondages montrent que les extrêmes ont le vent en poupe, que les discours simplistes et populistes ont le vent en poupe, pour tout un tas de raisons, dont celles que j'ai énoncées tout à l'heure. Ça montre la nécessité de travailler avec la future génération. Absolument, il faudra le faire avec les adultes aussi, mais avec les plus jeunes, à l'apprentissage de cette complexité et de tous les outils que ce cours offre. Or, j'en ai énoncé quelques-uns, vous vous rendez bien compte que la tâche est immense et que venir, comme c'est le cas aujourd'hui, dire ben, vous avez 50 minutes par semaine pour traiter ça, une fois qu'on a retiré tous les impératifs administratifs d'un prof, il lui reste 40 minutes.
ça fait pas grand-chose, hein. Si on compte que les élèves se retrouvent une fois en voyage scolaire ou en sortie et que donc on perd très très vite des heures. Et donc il faut quand même se rendre compte que on a face à nous des enjeux de société gigantesques en termes de citoyenneté et en termes finalement d'appréhension de la complexité, qu'on a un outil extrêmement intéressant pour répondre à ces enjeux. Il ne sera pas suffisant et ce n'est pas lui qui va régler tous les problèmes de la société, mais en tout cas, c'est un véritable outil pour le faire. D'ailleurs, tous les professionnels autour de ce cours s'accordent pour le dire. Il faut donner les moyens, à la fois en termes de formation des enseignants, d'encadrement, de formation continuée, mais aussi de temps. Et donc, 2 heures, enfin, ou 2 fois 50 minutes, c'est le minimum. C'est-à-dire que ce sera peut-être même pas encore suffisant d'avoir 2 fois 50 minutes. Il faudra peut-être plus. Mais je pense que le statu quo actuel n'est bénéfique ni pour les écoles, ni pour les enseignants, les directions d'école pour l'organisation, ni pour les élèves, puisque finalement, ce n'est pas efficient en termes d'apprentissage, et pour la société de manière générale, personne n'y gagne. Et donc, je pense que effectivement, il faudra de la volonté politique pour dépasser le système un peu particulier qui était le fruit d'un marchandage politique précédent et aller enfin vers les 2 heures minimum pour tous les élèves. Ben, on l'a vu tout au long de cet échange avec vous, citoyenneté, philosophie, ce ne sont pas juste des mots, des termes qui ont été mis là pour donner un nom court par hasard. Il y a un vrai but, une vraie raison d'accoler ces deux didactiques ensemble. Si ce cours passe à 2 heures, qu'est-ce qu'on pourrait voir comme bienfait pour la société, pour nos jeunes, pour le Mais futur? je pense que déjà créer un espace où il y a suffisamment de temps pour aborder des questions importantes et leur complexité est essentiel. Vous voulez traiter d'une question importante pour la société, c'est impossible de le faire en 50 minutes. Impossible, c'est-à-dire que vous allez perdre toute une richesse, vous allez devoir le faire vite, vite, vous allez presser les élèves, et puis la semaine suivante, qu'est-ce qui va se passer? Ils auront tout oublié, il faut recommencer, enfin quand je dis ils auront tout oublié, ou en tout cas ils ne seront plus dans les dispositions d'apprentissage ou les dispositions d'esprit idéales pour pouvoir continuer la pratique. Et donc, je pense que dans cette réflexion-là, le bienfait que peuvent apporter plus de temps pour ce cours-là, c'est précisément créer un espace qui permette aux élèves de poser des questions de sens, des questions fondamentales pour eux, des questions sur la société dans laquelle ils veulent vivre, sur la manière dont ils pensent qu'il faudrait se comporter, sur des questions qui sont des questions éthiques. Ça prend du temps, c'est compliqué, et à partir du moment où c'est compliqué, ça prend du temps. Et donc l'un ne va pas sans l'autre. La pratique de la philosophie euh, qui, euh, qui permet d'aborder la citoyenneté, puisque c'est important, comme vous l'avez dit, c'est un cours de philosophie et citoyenneté, hein. Ses adversaires ont cherché pendant un certain temps à l'appeler cours de rien. Quoi de mieux pour dénigrer un cours que dire cours de rien, hein. C'était un peu la même manière de dénigrer les cours de religion et de morale en disant de toute façon, ils passent leur temps à regarder des films et ça ne sert à rien. Euh, Ici, on a vraiment un cours de philosophie et citoyenneté, pas un cours de citoyenneté, hein, parce que certains disent ben, je vais au cours de citoyenneté. Non, non, c'est un cours de philosophie et citoyenneté, donc c'est important d'utiliser le terme en entier, parce que c'est la pratique philosophique, les outils de la philosophie, que l'on va, grâce auxquels on va pouvoir aborder la question de la citoyenneté. Et donc, et je vais le répéter encore une fois, parce que c'est vraiment taper sur le clou, c'est complexe et ça prend du temps. Donc, continuer comme on le fait aujourd'hui, ça dessert tout le monde d'abord d'un point de vue organisationnel, etc. Enfin, quand je dis d'abord, c'est aujourd'hui, c'est une urgence pour les écoles et pour les enseignants, mais en plus de ça, on n'atteint absolument pas les objectifs ambitieux qu'on s'est fixés, et qui sont ambitieux, mais qui sont nécessaires dans une société démocratique dont on voit bien aujourd'hui qu'elle n'est pas si acquise que ça non plus. Mais merci Thomas Gillet pour cette rencontre riche en éclairage sur les enjeux autour du futur de l'école qui se discutent pour le moment. Avec grand plaisir.